il y a une attaque sur Mariupol. Pour le reste, ce sont des bombardements. Alors, des attaques à base d'artillerie, mais pas avec des soldats. Donc l'armée russe, à l'heure actuelle, elle a atteint son apogée. Elle est fixée, en termes militaires, elle est fixée à peu près partout. Elle a perdu, semble-t-il, sa capacité de manœuvre, en gros. Et elle semble se concentrer sur Mariupol. La seule vraie attaque, c'est Mariupol. Le reste, c'est du bombardement à visée de terreur. Ce qui se passe autour de Kiev, l'armée russe, elle essaye quand même d'encercler aujourd'hui la capitale. Elle essaye, mais je ne pense pas qu'elle ait fait d'avancées significatives, en tout cas pas depuis ce matin quand j'ai regardé, entre guillemets, la presse. Je n'ai pas accès à l'information classifiée. Et puis surtout, elle n'a plus de capacité de manœuvre. Je pense d'ailleurs que cette armée qui assiège va bientôt se retrouver dans le contexte difficile de beaucoup d'armées où c'est l'assiégeant qui devient l'assiégé. Elle est au milieu d'un nid de frelons et je pense que ça va commencer à piquer assez dur. Elle n'était pas assez préparée, cette armée russe ? Pas assez préparée, pas assez compétente et pas assez puissante en toute hypothèse, même si elle avait été préparée et compétente, pas assez puissante pour les objectifs qui lui ont été assignés. Une attaque sur 3 fronts, avec les moyens qu'ils ont, égale, au nom du principe, qui trop embrasse peu étreint, il n'arrive à aucun résultat décisif, nulle part, en dehors de bombarder et de casser, bien sûr. Très clairement, déjà, l'Ukraine a survécu au premier choc, les 2 premiers jours, grâce à des renseignements fournis par les Américains et peut-être les Britanniques, qui ont été de très grande qualité et qui ont vraiment permis au moins de sauver la mise. Les 2 premiers jours, l'appui en renseignement a été absolument déterminant et a permis aux Ukrainiens de réagir. Ensuite, les missiles. La Grande-Bretagne et les États-Unis avaient donné pas mal de missiles aux Ukrainiens avant la guerre. Cela a été déterminant, là aussi, pour leur permettre de survivre au premier choc. Et maintenant, il y a des quantités importantes de missiles et de nouvelles armes qui rentrent en Ukraine et qui font que progressivement, la balance du rapport de force, elle s'équilibre. Les pertes chez les Russes sont très importantes et je pense qu'elles vont s'accroître de façon significative. Alors, When will Russians understand that our commander-in-chief has been a liar? He didn't only tell lies to us. Ну и всю Россию. He told lies to the whole Russia. Народа. I'd like to again sincerely ask the whole Ukrainian people for forgiveness. Против мирного населения. All mothers, please call your children who are in the military and ask them to return to Russia and not to commit any crimes against innocent civilians. C'est la mort d'un salaud pour les Ukrainiens, il n'y a pas d'autre mot, et d'un héros pour les Russes dont on va vous parler maintenant, celle d'un des chefs de la milice Wagner, accusé par Kiev d'avoir tué des prisonniers. Il a été abattu par un sniper, c'était en début de semaine à Kharkiv. Son nom, et vous voyez sa photo, Vladimir Andonov, surnom le bourreau. Il avait déjà combattu dans le Donbass en 2014, mais également en Syrie et en Libye, où il a été mis en cause dans la mort de civils. Général Deportes, un sniper, un simple sniper ukrainien qui abat un chef de la milice Wagner. C'est une victoire symbolique pour les Ukrainiens, ça. Alors c'est une victoire symbolique, c'est une victoire des forces spéciales. Nos forces spéciales savent faire ça. Alors c'est pas un sniper, c'est un sniper qui était incorporé dans une manœuvre globale avec d'autres, il était soutenu, mais ça prouve effectivement que cette armée ukrainienne, elle a vraiment des dons et qu'elle a beaucoup appris et qu'elle s'est considérablement transformée entre 2014 et 2022. Il est clair que tuer les chefs ennemis,
ça a été une pratique de toutes les guerres. Et les Ukrainiens sont passés maîtres dans cet art-là. On voit régulièrement leurs forces spéciales s'entraîner. Elles sont de grande qualité. De l'autre côté d'ailleurs, les Spetsnaz sont aussi de grande qualité. On a, à côté de la guerre conventionnelle, on a la guerre des forces spéciales. C'est une guerre qui produit des résultats. Alors, c'était plus qu'une rumeur générale, mais je vous pose aussi la question, Catherine. C'est que les forces de Wagner étaient arrivées en Ukraine, notamment pour faire un peu d'encadrement, parce que ça manque, vous le disiez, et avaient abandonné momentanément l'Afrique. Là, l'un des leurs est mort au combat, tué par un sniper. Ça prouve que les Wagner sont sur le terrain. Ça prouve qu'ils sont sur le terrain et que surtout ils ne sont pas invincibles parce que les Russes les avaient fait venir assez rapidement parce que la milice Wagner, c'est quand même, elle est précédée d'une réputation terrible et ils imaginaient aussi sûrement que d'un point de vue psychologique sur les Ukrainiens, ça aurait un impact, sachant que les hommes de Wagner arrivaient, c'était effectivement essayer de leur faire peur. Et puis là, le fait qu'il ait été abattu par un sniper, ça rejoint aussi la mythologie russe parce que durant le siège de Stalingrad, vous vous souvenez qu'il y avait justement un sniper russe qui s'était battu contre un sniper allemand et ça avait été la grande victoire de la Russie justement puisque c'était le sniper russe qui avait tué l'Allemand. Là, c'est à front renversé. Là, c'est le contraire. C'est les Russes de Wagner qui ont été tués par un sniper ukrainien. Donc, dans l'imagerie populaire russe, ça a un double impact. C'est intéressant. Oui, certainement, il y a un impact symbolique, mais je dirais presque que ça s'annule parce que quand même les Ukrainiens ont perdu une bonne partie de leur régiment d'élite, qui était le régiment Azov, il y a quelques semaines, à Mariupol. Donc c'est un peu je ne dis pas que c'est la réponse du berger à la bergère, mais en termes de symbole, je pense que les deux se valent. Cela dit, les Wagner sont connus pour être ce qui se fait de pire en termes de mercenaires, puisqu'on ne sait pas très bien quel est leur statut, mais en termes de mercenaires... Il n'y a pas vraiment un statut de mercenaire, de milice, c'est dirigé mais commandé quand même par le pouvoir. Alors commandé par le pouvoir, avec des chefs qui ont plutôt des ramifications dans les milieux ouvertement néo-nazis. Voilà. Donc c'est ce qui se fait de pire, effectivement, en termes de violence, comment dire, de brutalité sans foi ni loi, d'une certaine façon. Et donc, c'est vrai que c'est un trophée important pour les Ukrainiens, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu beaucoup aussi en termes de trophées avec le régiment Azov. Oui, absolument. Mais il faut les remettre à leur place. C'est des troupes qui sont absolument atroces, mais ce n'est pas des troupes aptes à conduire le combat majoritaire en Ukraine. Le combat essentiel, c'est le combat blindé. Donc, comme vous le dites, c'est psychologique. Il y a les Wagner qui arrivent, on a peur, etc. C'est surtout des pilleurs. Mais c'est des pilleurs. Oui. C'est des pilleurs. Attendez, c'est des massacreurs. Que nos forces au nord du Mali. Depuis que le gouvernement du Mali les a pris comme soutien, ils ont commis des massacres terribles au Mali. Et donc, effectivement, ce sont des tueurs, ce sont des massacreurs. Mais ils ne peuvent pas changer le rapport de force en Ukraine parce que c'est un combat blindé, mécanisé, qui est très compliqué. Moi, c'était mon premier métier, qui s'apprend et ils ne l'ont pas appris. Ce sont des gens qui sont capables de tuer les faibles, mais pas de combat d'égal à égal avec des blindés. Ils n'ont pas appris ce métier-là. Donc, ça ne change pas le rapport de force. On ne voulait pas fermer ce LCI Midi sans vous faire réagir à cette déclaration extrêmement virulente de l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Regardez ce qu'il dit. On nous demande souvent pourquoi mes messages sur Telegram sont si durs. Telegram, c'est une messagerie. La réponse est que je les déteste. Ce sont des bâtards et des dégénérés. Ils veulent la mort pour nous, la Russie. Et tant que je vivrai, je ferai tout pour les faire disparaître. Catherine Gentil, je les déteste, c'est les Occidentaux, bien évidemment. Oui, et quand on pense que Dmitri Medvedev était considéré comme un modéré dans la sphère politique russe, on voit le chemin qui a été parcouru justement en termes de radicalisation depuis le début de cette guerre. Mais c'est vrai aussi que ça s'inscrit dans la rhétorique du Kremlin à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les Russes sont les puissants et les autres sont non seulement des dégénérés, mais ils sont aussi à l'origine de la guerre, puisque effectivement, les Russes expliquent que s'ils ont été obligés de lancer cette opération militaire spéciale en Ukraine, c'était parce que l'OTAN se rapprochait dangereusement des frontières de la Russie et que donc l'OTAN voulait détruire la Russie, la boucle est bouclée. Les Occidentaux sont des bâtards dégénérés qu'il faut effectivement abattre. Est-ce que ça illustre quand même cette branche dure aujourd'hui qui, vous les voyez tous les deux, qui entoure Vladimir Poutine et qui pourrait pousser Poutine à aller plus loin encore? Medvedev, je crois, c'est le pantin de Poutine. Oui. Il a été... Donc s'il dit ça, c'est que Poutine
Il a été Premier ministre quand Poutine était président. Il a accepté de devenir président parce que la Constitution à l'époque ne permettait pas à Poutine de le rester. Donc Poutine est devenu Premier ministre. Il a relaissé sa place à Poutine. Je crois que c'est vraiment l'homme de Poutine. Et donc ce qu'il dit, à mon avis, à l'aval du président. Et en tout cas, ça n'est pas lui qui, me semble-t-il, représenterait ce que pourrait être une aile encore plus dure. Il y en a peut-être une, je ne sais pas. Mais de la part de Medvedev, ça m'étonnerait parce que toute son histoire politique montre qu'il a toujours fait ce que voulait Poutine. Il fait peut-être ça pour faire plaisir à son maître, alors? En tout cas, je pense qu'il dit tout haut ce que son maître peut-être pense tout bas. Merci beaucoup. Et ce sera le mot de la fin. Dans un instant, place à la météo de Karine Fauvet. Souvenez-vous, c'était le 28 février dernier. Le monde découvre ces images et ce gigantesque convoi. On est au nord de Kiev, convoi long de 64 km, des centaines de blindés, mais surtout des camions russes qui progressent vers la capitale. Quand on voit ça, on pense que l'assaut est imminent. Et puis, coup de théâtre. On apprend dès le lendemain que le convoi est bloqué sur la route. Et les services de renseignement américains nous donnent une explication. C'est une panne de ravitaillement, une panne de carburant. Alors, c'était bien le cas, mais il y a eu un élément déclencheur. On vient de l'apprendre, c'est une minuscule unité de passionnés d'informatique et de drones qui a fait basculer l'histoire à ce moment-là. Une petite unité de geeks, comme on dit. Alors que s'est-il passé précisément? Alors il faut imaginer donc une unité de 30 personnes environ se déplaçant la nuit pendant que les forces russes dorment à travers la forêt pour approcher le plus possible sans être vus sur des quads pour pouvoir traverser les terrains rendus boueux, on le sait maintenant par le dégel. Des hommes qui sont équipés de lunettes de vision nocturne, de fusils sniper, de grenades, mais aussi et surtout, et c'est ça leur particularité, de drones. Ils sont équipés de drones alors plus petits que les drones militaires conventionnels, notamment les drones turcs qui sont utilisés par l'armée ukrainienne. Des drones plus petits qui peuvent permettre de faire de la reconnaissance avec des caméras infrarouges notamment, des caméras thermiques, mais aussi des drones d'attaque qui sont capables de larguer des bombes de 1,5 kg. En une nuit, cette unité spéciale va cibler et détruire plusieurs véhicules en tête du convoi. Et elle va en profiter dans les nuits suivantes. Elle va continuer son opération en ciblant les points stratégiques et notamment les réserves de carburant, de gaz et d'armes, si bien que les forces russes ne pourront ni bouger, ni répliquer. Le lieutenant-colonel Yaroslav Onchar, qui est à la tête de cette unité, résume ainsi: le convoi russe était bloqué sans chauffage, sans carburant et sans munitions, et tout ça grâce à l'intervention de seulement 30 personnes. Voilà comment ce convoi a été bloqué, voilà comment Kiev a probablement été sauvé. He was never an office worker, he was always on the front line, and he was always very composed. He was always with the officers, and so he, until the very end, fulfilled his duty as an officer, his duty as a mentor, his patriotic duty.